Bonsoir chers étudiants, on se retrouve encore une fois de plus pour la cinquième partie du module toujours intitulé Droit maritime international. Alors, pour cette séance, nous allons faire une étude raisonnée, une étude comparative entre ces deux grandes conventions qui ont pratiquement tout réglé en matière de transport de marchandises et notamment l'étude du contrat de transport maritime et lorsque la responsabilité du transporteur est engagée, comment l'indemnisation aux victimes doit se procéder, bien sûr. Alors, on va faire l'étude comparative en 10 points. Maintenant, la 10e point, peut-être que la 10e point portera sur le document de transport, le contrat de transport. Peut-être dans une autre vidéo, on abordera ce 10e point. Mais on va faire l'étude comparative sur les 9 points. D'accord? Et parfois aussi, on va essayer d'intégrer la Convention de Rotterdam, qui, comme vous le savez, comme je l'ai dit la fois passée, n'est pas encore entrée en vigueur, bien sûr. Alors, pour le premier point, on va insister sur l'objet. L'objet des conventions. RH va désigner Convention de Bruxelles, règle de la haie. RHB désignera Convention de Hambourg, règle de Hambourg. Et RR désignera Rotterdam. Comme vous le savez, l'objet de la Convention de Bruxelles était d'unifier les règles en matière d'établissement de connaissement. Donc c'est la Convention de Bruxelles qui a codifié et qui a montré la manière dont on doit établir le document appelé le connaissement. Le 23 février 1968, le protocole de Visby, son objectif était de modifier la Convention de Bruxelles dans son champ d'application, nous le verrons après, mais aussi dans la méthode de calculer les montants des limites d'indemnisation. Le protocole DTS, son but était de modifier les règles de la haie amendées par Visby en remplaçant l'étalon or qui était utilisé en 1924 par le droit de tirage spécial. D'accord. Par contre, la Convention de Hambourg en 1978, son objectif était de rééquilibrer le contrat de transport maritime, mais cette fois-ci au profit des chargeurs. Parce que rappelez-vous, la Convention de Bruxelles a créé un déséquilibre en faveur des armateurs. C'est pourquoi on l'avait appelé une convention armatoriale. Maintenant, la Convention de Hambourg vient rééquilibrer le contrat de transport maritime, mais cette fois-ci au profit des chargeurs. Et enfin, pour les règles de Rotterdam, le but était d'uniformiser les règles du droit maritime international afin de mettre fin à ce conflit de loi dans l'espace et dans le temps. Le deuxième point, après l'objet, le deuxième point porte sur le champ d'application. Et comme vous le savez, le champ d'application il est important. Le champ d'application est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est le champ d'application qui nous permettra de savoir dans quel cas on devra appliquer l'une de ces deux grandes conventions. Alors, la Convention de Hambourg en 1900, la Convention de Bruxelles, RH, en 1924. La Convention de Bruxelles disait que la présente convention s'applique au contrat de transport de marchandises lorsque le port de chargement et le port de déchargement sont situés dans deux États signataires. D'accord? La Convention de Hambourg aussi nous impose toujours à ce qu'un connaissement constate le contrat de transport maritime, bien sûr. Maintenant, c'est le protocole de Visby en 1968 quand il est venu. Parce que le protocole est venu quand même internationaliser ou bien intercontinentaliser la Convention de Bruxelles. Pourquoi? Parce que dans la Convention de Hambourg, il a été dit le port de chargement et le port de déchargement. D'accord? Mais le protocole de Visby vient préciser que le port de chargement peut se trouver dans un état tiers. Le port de déchargement peut se trouver dans un état tiers, mais le connaissement doit être émis dans un état signataire, bien sûr. Ou bien, comme vous le voyez, le transport a lieu au départ d'un état contractant, ça veut dire le port signataire. Le connaissement aussi prévoit ce qu'on appelle la clause paramount. La clause paramount, c'est la liberté des parties leur permettant de choisir une convention qu'elles veulent appliquer, bien sûr. D'accord? Alors, la Convention de Hambourg, RHB, dans son champ d'application, la Convention de Hambourg précise, là, dans son article 2, intitulé champ d'application, la présente convention s'applique à tous les contrats de transport de marchandises par mer lorsque, ça c'est le paragraphe 1, A, le port de chargement est situé dans un état signataire. B,
le port de déchargement prévu dans le contrat est situé dans un état signataire. C. L'un des ports à option de déchargement est le port de déchargement effectif et que ce port est situé dans un état signataire. D. Le connaissement ou autre document faisant preuve du contrat de transport est mis dans un état signataire. Ensuite, la convention ajoute dans le paragraphe 2, la présente convention s'applique quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur substitué, du destinataire, du chargeur ou de toute autre personne intéressée par le contrat de transport de marchandises par navire. Donc là, la convention de Hambourg nous dit que il suffit que l'un des ports soit situé dans un état signataire pour que la convention de Hambourg puisse s'appliquer. La convention de Hambourg aussi nous dit que le contrat peut être constaté par un connaissement ou bien par un autre document faisant preuve du contrat de transport maritime, bien sûr. Donc la convention de Hambourg est beaucoup plus souple concernant le champ d'application. La convention de Hambourg aussi inclut ce qu'on appelle une clause paramount, en l'occurrence la liberté des parties. Alors, pour le troisième point, la durée de la responsabilité. On dit souvent que dans la convention de Bruxelles, la responsabilité du transporteur est une responsabilité portuaire et océanique. Pourquoi? Parce qu'il débute du chargement et se termine au déchargement des marchandises. Mais par contre, dans la convention de Hambourg, il y a une extension du champ d'application, du champ de responsabilité du transporteur, dans la mesure où la responsabilité du transporteur maritime débute depuis la prise en charge de la marchandise et se termine à la livraison de la marchandise. Vous savez que la prise en charge est définie comme étant l'acte juridique et matériel par lequel le transporteur maritime prend possession effective de la marchandise et l'accepte au transport. Donc c'est à partir de là que l'obligation de résultat commence à peser sur lui. Par contre, la livraison, c'est l'acte juridique et matériel par lequel le transporteur maritime remet la marchandise à l'ayant droit et que ce dernier l'accepte. Et c'est cette acceptation qui marque le point de départ de la prescription que nous verrons plus tard. 4. Le régime de la et le fondement de la responsabilité. Dans la convention de Bruxelles, le transporteur est soumis à une présomption de responsabilité. Ce qui veut dire quoi? Le transporteur maritime est a priori tenu pour responsable. D'accord? Le transporteur maritime est a priori tenu pour responsable. Il peut évoquer, lorsqu'il y a perte ou dommage, il peut évoquer l'un des 17 causes d'exonération pour dégager sa responsabilité. D'accord? Donc là, on parle d'une présomption de responsabilité. Il est a priori tenu pour responsable. Mais par contre, dans la convention de Hambourg, le transporteur maritime est soumis à une présomption de faute ou bien de négligence. Le transporteur est tenu responsable des pertes, avaries, mais aussi retard à la livraison. Le transporteur maritime doit prouver que lui-même, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient être raisonnablement exigées pour éviter l'événement et ses conséquences. D'accord? Et ici, on verra plus tard que le transporteur maritime n'aura que 4 causes d'exonération pour dégager sa responsabilité, bien sûr. Le 5e point parle des causes d'exonération. D'accord? Alors, par cause d'exonération, on doit comprendre les cas exceptés. Dans la convention de Bruxelles, on note une liste de 17 causes d'exonération qui dégagent la responsabilité du transporteur. Parmi ces causes d'exonération, il y a les grèves, lock-out, le fait du prince, la faute motive qui est une faute dans la conduite ou bien dans l'administration du navire. D'accord? Il y a 17 causes qui viennent donc dégager la responsabilité du transporteur maritime et c'est la raison pour laquelle on dit que la convention de Bruxelles est une convention armatoriale comme on l'a dit au début. D'accord? La convention de Hambourg en 1978 vient supprimer 15 des 17 cas exceptés pour maintenir uniquement l'incendie à bord non fautif et le sauvetage ou la tentative de sauvetage de vie ou de biens en mer. Donc ce sont les deux cas que Hambourg a retenus de Bruxelles. Hambourg vient avec 2 nouveaux cas, en l'occurrence le transport d'animaux vivants et le transport en pontée. Donc le transport en pontée, c'est lorsque les marchandises sont chargées sur le port du navire après la fermeture des panneaux de cale. C'est des marchandises que l'on peut voir à l'œil nu, contrairement aux marchandises qui sont en cale, qui sont arrimées à l'intérieur du navire. D'accord? Alors, pour parler un peu de Rotterdam, son système de responsabilité, les cas exceptés sont proches de Bruxelles. Pourquoi? Parce qu'il y a 15 cas exceptés qui ont été retenus de Bruxelles, mais la suppression de la faute nautique. Ah oui, la faute nautique a posé énormément de problèmes dans l'étude de la convention
de, de, de Bruxelles, bien sûr. Alors, sixième point, les délais de forclusion. La forclusion, c'est le temps dont disposent les ayants droit pour émettre des réserves. Maintenant, dans toutes les conventions internationales, si les dégâts sont apparents, l'ayant droit doit faire immédiatement les réserves. Maintenant, si les dégâts sont non apparents, c'est là maintenant il y a différence dans les conventions. Dans la convention de Bruxelles, l'ayant droit dispose d'un délai de 3 jours. Mais par contre, dans la convention de Hambourg, l'ayant droit dispose d'un délai de 15 jours. Pour la prescription, c'est le temps dont dispose l'ayant droit pour intenter l'action à responsabilité contre le transporteur devant une juridiction compétente. Dans la convention de Bruxelles, le délai est d'1 année, mais dans la convention de Hambourg, le délai est de 2 ans. Le retard. La convention de Bruxelles n'a pas prévu de retard, il fixe juste un délai conventionnel, normal. Mais par contre, dans la convention de Hambourg, le transporteur maritime, il y a présomption de perte des marchandises au bout de 60 jours. D'accord? Donc là, le transporteur maritime voit sa responsabilité engagée en cas de retard, bien sûr. Ensuite, le 9e point, les plafonds d'indemnisation. Ah oui, ils sont importants. Limite de responsabilité. Bruxelles, originaire 1924, fixe le plafond à 100 livres sterling par colis ou unité de chargement. Le protocole de Visby, rappelez-vous, a modifié la convention de Bruxelles dans son champ d'application, mais aussi dans la méthode de calculer les plafonds d'indemnisation. C'est pour la première fois en 1968 qu'on a vu le plafond d'indemnisation par colis et par kilo. Ici, le protocole de Visby le fixe à 10 000 francs français or par colis ou autre unité de chargement, ou bien à 30 francs français or par kilogramme de poids brut endommagé ou perdu. Quand on calcule les deux limites, on retient toujours la limite la plus élevée. Mais le protocole du 21 décembre 1979, quand il est venu, c'est ce protocole qui a, rappelez-vous, son but était de rehausser les plafonds, mais aussi de les convertir en droits de tirage spéciaux. Et c'est là où sont apparus les fameux droits de tirage spéciaux. La responsabilité du transporteur maintenant désormais est limitée à 666,67 DTS par colis autre unité de chargement ou à 2 DTS par kilogramme de poids brut de la marchandise endommagée ou perdue. La limite la plus élevée sera. Par contre, en 78, quand la convention de Hambourg arrive, la convention de Hambourg rehausse les plafonds encore. Du moment où la responsabilité du transporteur est limitée à 835 DTS par colis ou autre unité de chargement, ou bien à 2,5 DTS par kilogramme de poids brut de la marchandise endommagée ou perdue. Là aussi, la limite la plus élevée sera retenue, bien sûr. La convention de Rotterdam, si je peux me le permettre, Rotterdam en 2009, vient préciser que la responsabilité du transporteur est limitée à 875 DTS par colis ou autre unité de chargement, ou bien à 3 DTS par kilogramme de poids brut de la marchandise endommagée ou perdue. Là aussi, la convention de Rotterdam précise que la limite la plus élevée étant retenue. Donc là, c'est extrêmement important ce point-là. Pourquoi? Parce que lorsque la responsabilité du transporteur est engagée, ce point-là, parlant des plafonds, nous permettra de savoir comment on doit calculer les plafonds d'indemnisation. Plafond veut dire limite d'indemnisation. Les plafonds, quand on calcule les indemnités, on ne doit jamais les dépasser, sauf si le transporteur a fait ce qu'on appelle une faute lourde, une faute inexcusable, ou bien lorsqu'il y a eu déclaration de valeur, ou bien déclaration d'intérêt spécial. Nous les verrons à la fin, à savoir les différents cas dans lesquels le transporteur maritime ne peut prétendre se prévaloir du droit de limitation de sa responsabilité, bien sûr. Alors, le 10e point, on en reviendra après dans un autre live, d'accord, dans une autre vidéo, pour parler longuement du document de transport intitulé le connaissement. Donc ici, on retiendra que la convention de Bruxelles, dans la convention de Bruxelles, le transporteur maritime est soumis à une présomption de responsabilité. Il peut dégager sa responsabilité en évoquant l'un des 17 cas exceptés contenus dans la convention de Bruxelles. Par contre, dans la convention de Hambourg, le transporteur maritime doit prouver que lui-même, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures nécessaires qui pouvaient être exigées pour éviter l'événement et ses conséquences. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour le 10e point portant sur le document de transport, en l'occurrence le connaissement. Merci beaucoup.